Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On s'est dit, il faut qu'on aille sur l'Access. On est les seuls à pas aller sur l'Access, à faire des séries. Et donc, on a engagé Hubert Besson pour faire ça. Et il a fait Lola, une petite série, je ne sais plus pour quelle chaîne. Et ensuite, il y a eu l'appel d'offres de France Télévisions. Moi, j'ai travaillé un petit peu avec lui parce que j'avais une grosse expérience de la production que lui n'avait pas. On est resté dans les 5 derniers. Et là, c'est là où moi je suis intervenu, alors plus au niveau des idées. C'est moi qui lui ai fait créer le flic, qui est joué par Pierre Marteau, qui est mis cette Algérienne qui est clandestine et qui, au lieu d'être infirmière comme elle était dans son pays, devient femme de ménage. Et donc on a travaillé main dans la main avec... mais l'idée originale, c'est Hubert Besson. Nous sommes partis avec Hubert Besson et François Charland, qui étaient venus nous rejoindre à Marseille, pour se dire, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on... Voilà, on avait les grandes lignes, et on a passé 3 jours à Marseille, d'abord à trouver un endroit pour tourner. C'est là qu'on a trouvé le studio. Bon, je vais passer les détails. Et quand on est revenu, voilà, on a commencé à mettre en branle toute la production, les réunions avec France 3, la production, l'écriture des premiers épisodes, etc. Et on était parti sur une direction qui avait été donnée par France 3 et qui nous plaisait bien, sur la quotidienneté, sur la vie des gens au quotidien. Donc on a commencé à bâtir les épisodes. Et puis, on a été pris par le temps, parce que quand même c'était un exploit. On a commencé à tourner en juillet, début juillet. Or, on était en retard. Et normalement, nous, dans notre programme, on aurait dû faire une semaine d'épisodes pilotes qui n'auraient jamais été diffusés et qu'on aurait retravaillé. Et là, on n'a pas eu le temps. Donc c'était une image pas belle, un son pas bon et des épisodes dont on n'avait absolument pas le recul. Je sais bien que si on n'est pas heureux comme ça. Et puis, il y avait eu un très très mauvais marketing. Moi, je me souviens que je m'étais insurgé contre ça à l'époque. Toute la pub et les images et tout avait été fait sur un rideau de perles du bistrot de Marseille. Et moi, ça c'était vraiment dans mes gènes. J'ai dit mais non, c'est sur la gueule des comédiens que les gens vont venir, c'est sur l'humain. Et donc, on s'est complètement planté là-dessus. Et donc, il y a aussi, les gens ne sont pas venus. Au départ, c'est pas qu'ils aimaient pas, c'est qu'ils savaient pas ce qu'on allait leur montrer. On a eu le résultat de l'audimat, c'était la conférence de presse de France Télévisions. Donc il y avait tous les producteurs de Paris dans la salle. Et tout le monde a eu l'audimat en même temps. Alors j'en ai vu beaucoup sourire. Nous, on est avec Vincent Meslet, quand même un peu triste. Et ça, voilà, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On a eu le soutien total de la chaîne, de Rémi Fimelin, de Vincent Meslet et de Bertrand Mosca, qui ont dit non, ça va marcher, on continue, mais il faut revoir un petit peu les codes. Et on s'est aperçu qu'en fait, la quotidienneté, les gens, il n'y avait pas de ressort pour que... Et c'est là qu'on a décidé qu'il fallait corser tout ça et mettre, comme d'habitude, un peu de suspense, un peu de thriller, et qu'on a fait rentrer le personnage de Luna, pour les gens qui connaissent, la fille de Myrtha, avec le père mystérieux, Manuel. On a pris un très très grand comédien argentin. Je vais t'accompagner à l'hôpital. Non, c'est gentil, mais je veux y aller seule. J'ai jamais été très adulte dans ma vie, alors cette fois, j'ai décidé d'affronter. C'est courageux. Au moment de mourir, on est toujours seul de toute façon, alors autant s'habituer. On a été très aidés en décembre, après avoir eu une grosse angoisse parce qu'il y a eu le tsunami. Donc, comme on était à l'heure du journal télévisé, les gens ont regardé le tsunami, mais on n'a pas baissé, on a resté plafonné. Et ensuite, il y a eu le Paris-Dakar, qui nous a propulsés, au lieu d'être à 8h20, 8h35, 8h40, à l'époque où il n'y a rien sur les autres, à cette heure-ci, il n'y a absolument rien. C'est de la pub sur toutes les autres chaînes. Et là, on a commencé à grimper, et puis ça ne s'est plus jamais arrêté. Et il y a quelqu'un dont je veux parler, que tout le monde a oublié, mais qui a été essentiel dans le succès
de Plus belle la vie, c'est Patrick Péchou, qui était directeur de la fiction à l'époque, qui malheureusement est mort très jeune, d'une longue maladie. Lui, il avait l'expérience des séries étrangères. Il nous a expliqué, parce qu'on est parti là-dedans, on ne savait pas ce que c'était, les arches A, les arches B. Et Patrick nous a donné des cours. J'ai des photos de lui avec un bâton devant un tableau et devant toute l'équipe de producteurs et d'auteurs qui nous expliquent comment. Et ils nous ont fait venir un showrunner australien qui nous a... Voilà, on est parti très très vite, quoi. On n'avait pas tous les éléments. Et puis, on a tenu bon. Et puis, ça a été... Le succès a été... On est devenu quelque chose... un phénomène, quoi. C'est pas ton fric qui nous intéresse, sa petite fiotte. Hein? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un lui a coupé le sifflet, hein? La petite fiotte, là? Hein? On l'entend plus. Regardez-moi ça, allez, Pour montrer l'homophobie, où on a été jusqu'à montrer des brutes qui pissent sur le barman, qui est homosexuel, qui le roue de coups et qui lui pisse dessus. Ça, c'est vraiment... on a fait des très belles choses sur l'autisme aussi, sur des filles qui avortent. Oui, tout ce qui est... et puis des scènes de comédie aussi, parce que je ne vis pas dans le drame, parce que par la comédie, on peut aussi faire passer beaucoup de choses. Tu sais, c'est un ami qui me l'a rapporté de Pologne. Je la gardais pour une grande occasion. Je suis la maline comme ça, mais... Je vais bien vous le dire à vous. J'ai la trouille. Oh, vous en avez vu d'autres, Rachel. Ah, justement, je crois bien que mon capital endurance s'est à découvert. Il y avait un personnage que j'adorais, puisqu'il portait le nom de ma mère, et qui s'appelait Rachel, qui était jouée par Colette Renard, qui était une juive, vieille militante communiste. Donc ça, c'était un personnage, oui, qui avait son franc-parler. Et je me souviens, les auteurs m'avaient laissé écrire une réplique. Il faut essayer d'oublier le passé, Rachel. T'as raison, pensons au présent. Alors, l'hospice, l'armée du salut. Rachel, vous parliez comme si vous étiez toute seule. Bon, c'est le cas. Et nous, alors? Elle vivait seule et sa famille, enfin ce qui lui restait de famille et ses amis, avaient peur, elle tombait malade, elle n'avait plus personne. Et on lui disait, mais t'as plus d'amis, et tes vieux amis communistes, ils sont où? Oh, ils sont tous morts, ou vieux, ou pire, de droite. Et ça, c'était une réplique de moi. Et les auteurs m'avaient laissé... on veut parler des gens. Donc, on veut parler des gens. Les gens vivent des événements, soit privés, soit publics. Et les événements publics ont forcément un ressort sur eux. La politique, l'argent, les questions du racisme, les questions de la vie en société. Donc, on a essayé de donner des exemples. Et nos plus beaux résultats, c'est que les lettres qu'on a reçues... d'un père disant « Je ne parlais plus à mon fils parce qu'il est homosexuel ». Avec la série, j'ai compris et je suis réconcilié avec mon fils. Des parents qui ne se parlaient plus. La fiction peut aider à comprendre le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est déjà la chose la plus importante, parce que je trouve qu'on a tellement transformé les gens ils n'ont plus d'individualité, ils pensent plus par eux-mêmes. On les habitue à tout faire pour eux ou à ne rien faire, donc ce qui revient au même. Il n'y a plus de rapport entre les gens, on se rend compte... All I know is that first, you've got to get mad. You've got to say, I'm a human being. God damn it. My life has value. Par exemple, s'il y avait une panne de télé générale, de Netflix et tout, les gens recommenceraient à se parler, recommenceraient à discuter ensemble. Maintenant, tout est mâché, tout est pré-mâché. Et oui, ça peut apprendre aux gens à réfléchir, en tout cas. Moi, je trouvais ça formidable à l'époque, quand Claude de Givray nous disait « Ce qui est génial quand on fait un téléfilm, un film de cinéma ou un téléfilm, et que le soir, les gens ferment leur poste et discutent entre eux dans une famille, ou que le lendemain, au bistrot, les gens disent vous avez vu ce qu'on a fait, comment tu réagirais ?» Moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait Jacou le Croquant à la télévision, fait par Stelio Lorenzi. Ça avait provoqué des gens qui s'étaient mis en grève contre leur patron, en disant « ce salaud, ça ressemble à Jacou le Croquant ». Il y avait des choses qui provoquaient
qui provoquait la discussion, qui faisait réfléchir, qui motivait les gens, simplement leur donner à réfléchir, par eux-mêmes. On a été les premiers à tout de suite avoir des réalisatrices. Nous, on ne regarde pas qui est qui, on prend les gens qui bossent bien. Et on a été les premiers à faire des distributions multicolores, à donner des rôles, n'importe quel rôle à n'importe quelle couleur, selon le talent. On fait passer, nous, quand on fait passer des essais pour les comédiens, que ce soit une femme de ménage, une PDGère, un PDG, on ne regarde pas la couleur. Tous les comédiens qui correspondent à l'âge, qui correspondent à ce qu'on veut du personnage. Je crois qu'on a eu toutes les couleurs. Au nom de la loi, nous vous déclarons époux et... On a été les premiers mariages homosexuels. Transgenre, avec un vrai comédien transgenre qui est venu jouer le rôle du conseiller, mais qui l'a joué dans le film. On a fait tourner Théo, handicapé, qui est champion de natation, il a eu un rôle. J'aime beaucoup le personnage du flic à la ISO, qui est joué par Pierre Marteau. Pourquoi tu veux que j'aille mal? Quand ça va pas, tu te planques et tu gardes tout pour toi. Alors je me suis dit que si tu vas à Paris, c'est peut-être pour pas montrer que tu déprimes. Non, mais je vais très bien, d'accord? Moi, j'avais dit, il faut à Marseille un flic comme ça, ancien alcoolique. Moi, je comprends très bien, en tant que productrice, que ton client, il a envie d'arrêter. Et puis, tu peux rien, c'est sa décision, même si tu l'expliques pas. Après tout, c'est lui qui paye. Donc, voilà. Ça, pour moi, ça m'aurait pas choqué. Ce qui m'a choqué, c'est la façon dont ça a été fait. Ça s'est fait dans de telles conditions. Apprendre ça, même nous, par un truc du Figaro. On nous a dit, mais non, on est en négociation. Et après, comme il y avait les élections... C'est une série citoyenne, quotidienne, qui a depuis 18 ans un vrai impact sur la vie des gens. Comme d'habitude, au nom de la rentabilité financière, c'est une série citoyenne populaire qui serait sacrifiée, et avec elle, plus de 600 emplois. Vous vous rendez compte? 600 emplois! Ils n'ont pas voulu annoncer avant, de peur, avant les élections, je suppose. Et donc, pour une série qui s'arrête en tournage le 30 septembre, l'arrêt a été annoncé début juin. Donc, on ne met pas des gens qui travaillent depuis 18 ans, on leur dit, bon, on va arrêter, mais on vous laisse 6 mois, on vous laisse 1 an pour vous retourner. Il y a des vies qui ont été bâties. C'est comme si et à la différence d'une entreprise de 1000 personnes, quand même, grosso modo, qui travaillent tous les jours, et à la limite, ils ont des indemnités de licenciement, ils ont des suivis. Il n'y a pas d'indemnité de licenciement chez les comédiens et chez les techniciens. Donc on vire des gens qui ont donné 18 ans de leur vie, pour la plupart, en 3 mois. Donc c'est ça qui est scandaleux. Il faut trouver de l'argent. Donc trouver de l'argent, c'est un budget 25 millions, disons grosso modo, que donne France 3. Il va falloir qu'ils fassent des économies. Donc c'est plus simple d'arrêter un truc qui vous coûte en bloc toutes les économies que vous devez faire. Et puis à la place, il n'y aura rien. Il y aura un jeu qui coûtera peanuts ou de la pub ou n'importe quoi. Donc ça, c'est la deuxième raison, la facilité. Parce qu'ils nous assurent qu'ils mettront près de notre série à la place. Voilà, et puis peut-être des envies de privatiser France 3, de vendre France 3 à des potes qui ont envie d'une chaîne. On est dans la même situation que Macron. C'est-à-dire qu'on a subi les gilets jaunes, l'épidémie, la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'on est la seule série à être face au journal télévisé. Et donc depuis 2 ans, il se passe des choses tellement épouvantables et des événements tout le temps que les gens, le journal télévisé fait à un audimat qu'il n'a jamais fait. Avant, on avait un espace de liberté qui faisait que le journal, on avait 10 minutes ou 12 minutes sans journaux. Maintenant, les journaux télévisés débordent allègrement. On est quand même frontal à TF1, à France 2,
à Arte, sauf les soirs de Meurtra, l'audimat de Plus belle est plus fort que tous les prime time de France 3. Parce qu'on est à 2,3 millions, 2,5 millions, plus les replays, on n'est pas loin de 3 millions. Et il y a, en dehors des fictions, rien ne fait cet audimat-là sur France 3. Tous les audimats diminuent, ça tout le monde le reconnaît, à cause des plateformes, à cause des replays. Donc voilà, ce n'est pas la raison principale, parce que maintenant, je vous assure que 2,5 millions, n'importe quelle chaîne est ravie de le faire. Il y a une petite censure, et cette censure, elle s'est installée au fur et à mesure des années. Il faut faire attention à ce qu'on dit, on ne peut plus dire de gros mots, il faut faire attention de ne pas choquer les uns, pas choquer les autres. On nous a dit qu'il ne fallait pas parler du Covid. Ça a été balayé comme ça. Et puis moi, j'aurais aimé qu'on parle des conséquences, qu'on montre des faillites, qu'on montre des deuils, qu'on montre... Or, on a eu interdiction pratiquement d'en parler. On a disjoncté de la réalité, ce qui n'était plus du tout l'essence même de Plus belle la vie. Nous ne faisons pas de la politique. On parle de la société, mais on ne fait pas de la politique. Et depuis 2-3 ans, on a quitté un peu la vie sociétale pour se lancer dans des choses, des histoires un peu de mafia, de flics, qui ne sont pas trop l'univers de Plus belle. Ça, je regrette ce tournant. On nous a dit « Oh, mais les Gilets jaunes, on en parle assez au journal télévisé. » Mais nous, tout ce dont on en parle au journal télévisé. La seule chose où on a eu le droit de faire, c'est de montrer Madame Bélesta, qui est femme de ménage et qui part faire un colis pour les Gilets jaunes sur les ronds-points, avec son gilet jaune sur elle. À partir du moment où vous faites une série ancrée dans les réalités et qu'on ne peut pas parler de la réalité, bah voilà. C'est plus la série. On a eu 1, 2, 3, 4 ou 5 responsables de Plus belle la vie au niveau hiérarchique, quoi, sous la direction de la fiction. Donc à chaque fois, chacun essaye d'apporter son truc, voilà. On n'a pas les mêmes chargés de programme. C'est ce qu'il y avait à l'époque de Perfit au journal télévisé, quoi. Le journal télévisé se faisait dans le bureau du ministre de l'Information. Ce qu'on avait sur l'information, qui était totalement contrôlé, verrouillé, etc., c'est arrivé dans la fiction. Et même si ce n'est pas les décideurs, je ne pense pas que Macron se mêle de Plus belle la vie, mais les gens qui sont là pour nous orienter, bah, eux, ils ont peur même avant l'ouverture des parapluies. C'est la chose la plus répandue à la télévision. Pour la première fois de ma vie, je suis pessimiste. Parce que moi, j'ai traversé, je suis né sous les bombardements avec l'étoile jaune. J'ai vécu la guerre d'Indochine. J'ai vécu la guerre d'Algérie, contre laquelle je me suis insurgée et j'ai été porteuse de valises. J'ai tout vécu et je suis inquiète. Parce que l'inculture est devenue monnaie courante, parce que les gens ne connaissent rien de leur passé, de leur histoire, on ne leur apprend plus. Et quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. Et qu'il y a une déculturalisation qui est aidée d'ailleurs. On ne lit plus, on n'apprend plus. Et pour la première fois de ma vie, j'ai 81 ans, jusqu'à présent, j'étais optimiste. Et quand on a fait un séminaire en 2016, à Avignon, sur Plus belle la vie, on nous demandait, le type qui dirigeait le séminaire disait « Qu'est-ce que vous pensez que sera l'avenir ?» Et donc l'avenir de Plus belle la vie. Et je leur avais répondu, moi, devant tout le monde effaré, il y avait tout le monde, France 3, là, je leur avais dit « Oh, bah, vers 2022, on aura Marine Le Pen et forcément Plus belle la vie s'arrêtera. » Ben, je pense que c'est par les jeunes. C'est eux qui pourront arrêter ce processus de tristesse, de chape de plomb, de maintenant, bah oui, le Front National est là. Bon, bah, alors qu'il y a 10 ans, ça aurait été, tout le monde aurait été dans la rue, quoi.